Cette fois par M. Daubis. Voilà, merci, j'ai l'honneur de conclure. Donc ce dernier rapport, qui n'appelle pas de vote, mais il est demandé au conseil municipal de prendre acte de la production par le SDEPA de son rapport d'activité pour l'année 2016. Bien, merci. C'est une prise d'acte qui ne nécessite pas de vote et donc on a pris acte. Et alors on en finit ici avec les rapports, mais on n'en finit pas avec la séance, puisque vous avez demandé, et Marie-Christine Aragon et Madame Véronique Wagner, que le dossier Linky soit à nouveau évoqué, comme nous l'avons fait en séance. Je vous propose tout de suite de vous donner la parole, dans l'ordre qui vous plaira, et puis que le débat s'ouvre à partir de vos interventions. Véronique Wagner commence. Oui, Monsieur le maire, chers collègues. Lors du dernier conseil municipal du mois de juillet, notre groupe Bayona 2014 avait demandé un débat à propos du déploiement des compteurs Linky sur notre commune. Malgré l'envoi d'un courrier de votre part à Enedis resté à notre connaissance sans réponse, et l'article paru dans la dernière édition du Bayonne Magazine qui indique que les citoyens ont le droit de refuser le boîtier Linky, les sous-traitants d'Enedis continuent de plus belle leur harcèlement téléphonique en utilisant une dizaine de numéros d'appel différents. Ils passent également en force pour déployer les compteurs malgré l'opposition des habitants. Nous avons donc demandé de pouvoir débattre sur ce sujet lors de ce conseil municipal. Je rappelle que lors du dernier conseil municipal en juillet, j'avais déjà exposé les risques encourus par l'installation des compteurs Linky. Le déploiement accéléré de ces compteurs sans consultation préalable du public a fait naître des craintes importantes dans la population bayonnaise. Ces craintes concernent l'impact potentiel sur la santé en raison des technologies utilisées, la sécurité électrique liée à l'arrivée du CPL dans des installations très anciennes et le non-respect de la vie privée des personnes. Des centaines de communes ont déjà refusé les compteurs communicants. Je peux vous transmettre pour l'exemple l'arrêté pris par la ville de Castres en juillet 2017 portant sur la réglementation de l'implantation des compteurs de type Linky. Les citoyens ont le droit de refuser ces compteurs pour préserver leur santé, leur liberté et les finances publiques. Il n'y a pas lieu de vouloir se débarrasser des compteurs actuels en parfait état de marche pour donner aux fournisseurs des outils de surveillance généralisée de la population. La réunion sur la transition énergétique organisée jeudi dernier au Musée Basque par l'ODAP, l'Agence d'urbanisme Atlantique et Pyrénées, a réuni sur une même estrade M. Jean-Claude Mensch, maire transitionneur avant-gardiste du village d'Ungersheim en Alsace, Martine Bizotta en tant que vice-présidente de la communauté d'agglomération Pays Basque et M. Philippe Denis, directeur d'Enedis, pour faire part de leurs expériences et débattre de la transition énergétique. Je ne vais pas ici faire une synthèse de cette réunion, cependant je ne vais pas vous surprendre en disant que le directeur d'Enedis n'a fait que lire sa plaidoirie pour Linky. Il n'a convaincu personne dans l'assistance. La Ligue des droits de l'homme s'est exprimée récemment à propos de l'installation des compteurs Linky, en spécifiant qu'il était surprenant que RDF procède avec une telle brutalité au changement des compteurs chez des usagers malgré leur opposition, et que les responsables invoquent uniquement les économies et la facilité d'utilisation. Elle regrette également que plutôt que de recourir aux arguments d'autorité, il n'ait pas été procédé aux expertises scientifiques nécessaires afin de répondre aux craintes qui ont pu être exprimées. En attendant que ces expertises aient lieu et que la CNIL ait rempli sa mission, la Ligue des droits de l'homme demande un moratoire sur le déploiement actuel. Revenons sur notre commune. Nous notons le très grand écart entre votre communication relativement offensive lors du dernier conseil municipal et la réalité vécue sur le terrain par les Bayonnais. Nous constatons avec surprise que les Bayonnais qui appellent la mairie sont invités à prendre contact avec le service client d'Enedis sans autre forme de soutien. Nous notons également que la désinvolture d'Enedis à votre encontre en tant que premier magistrat n'induit aucune réaction. Le déploiement des compteurs Linky se fait actuellement via la table d'appartenance géographique des IRIS pour les communes d'au moins 10 000 habitants, ce qui est le cas de la ville de Bayonne. Ce découpage constitue une partition du territoire de la commune en quartiers.
La mairie de Bayonne a donc la connaissance du déploiement exact par quartier des compteurs Linky et nous vous en demandons aujourd'hui communication. D'autre part, et ça nous semble le point le plus important, vous êtes garant de l'ordre public de notre commune et il vous appartient de prendre des dispositions propres à assurer la tranquillité publique des Bayonnais. Les interventions forcées vont manifestement à l'encontre de nos concitoyens et nous vous demandons d'utiliser votre pouvoir de police pour faire cesser ce trouble. Merci, Monsieur le maire. Merci, Madame Wagner. Alors, Madame Aragon. Oui, Monsieur le maire, chers collègues, lors du conseil municipal du 19 juillet, nous avons débattu sur la pose des compteurs communicants Linky et l'inquiétude de nombre de Bayonnais et de Bayonnaises tant sur l'incidence sanitaire que sur le respect de la propriété privée et de la vie privée. Ce débat s'est conclu par un accord unitaire des membres du conseil municipal pour dire qu'il n'était pas admissible de forcer les usagers à accepter la pose de ces nouveaux compteurs. La belle unanimité s'est concrétisée par un courrier de Monsieur le maire demandant à Enedis de valider le principe de ne pas changer les compteurs chez les personnes qui refusent cette installation et par l'engagement d'une large information de nos concitoyens et concitoyennes. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Enedis a-t-il pris des engagements suite au courrier adressé par Monsieur le maire de Bayonne ? Le sous-traitant d'Enedis respecte-t-il le refus de l'installation exprimé par les habitantes et habitants de Bayonne ? Non. Le passage en force ne suffit pas. Nous en sommes maintenant aux menaces, au harcèlement téléphonique et épistolaire des usagers récalcitrants. Nous avons également été alertés sur un autre aspect de Linky, l'implantation de concentrateurs, en particulier dans le transformateur ERDF de l'école maternelle Ravignan. Ce transformateur est mitoyen avec l'office cantine de la maternelle et le réfectoire du primaire qui sera mis en service dans les prochains mois. L'école elle-même n'est bien sûr pas équipée de compteurs Linky, suite à la prise de position de la mairie de ne pas accepter la pose sur les installations municipales. Mais Enedis a installé un concentrateur dans le périmètre de l'école. Soyons précis sur le rôle d'un concentrateur. Il reçoit les consignes d'Enedis, coupure, changement d'abonné, changement de puissance, etc., pour les compteurs d'un même secteur comprenant une cinquantaine d'abonnés. Il regroupe les informations envoyées par les compteurs, courbes de charge transmises toutes les demi-heures, et les achemine vers les serveurs traitant la collecte de ces informations. La loi du 19 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l'information et à la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques est très précise dans son article 7 dédié aux établissements scolaires. Premièrement, interdiction d'installer un terminal équipé d'accès sans fil à Internet dans les espaces dédiés à l'accueil, le repos et les activités des enfants de moins de 3 ans. Deuxièmement, dans les classes primaires, obligation de les désactiver lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour des activités pédagogiques. Troisièmement, informer préalablement le conseil d'école avant toute nouvelle installation de réseau radioélectrique. Le législateur, en 2015, a réglementé l'utilisation des ordinateurs en milieu scolaire pour la santé de nos enfants, tout en élargissant à l'ensemble des réseaux radioélectriques, ce qui concerne bien évidemment les compteurs Linky et les concentrateurs. C'est dans ce domaine que nous nous trouvons. Aujourd'hui, c'est à l'équivalent de 50 ordinateurs branchés 24 heures sur 24 que sont exposés les enfants de la maternelle et de la primaire du Petit Bayonne, sans la moindre information du conseil d'école, voire même sans information de la municipalité. Le passage en force et le fait accompli se poursuivent, non seulement pour les particuliers, mais désormais pour la santé de nos enfants. Monsieur le maire, la mairie est-elle informée de cette situation ? Tous les transformations ERDF sont-ils désormais équipés de concentrateurs Linky ? Les Bayonnais ont besoin d'être assurés de la sécurité des infrastructures publiques et en particulier des établissements scolaires. Je vous remercie.
Merci, Madame Aragon. Alors, on avait décidé de voir ça lorsque vous reviendriez, et donc en fin de séance. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole? Parce que vous aviez demandé à ce que la question soit mise à l'ordre du jour. Elle est. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir? Madame Bizotta? Moi, je dirais quelque chose après, évidemment, ce que je peux dire. Très rapidement, bon, pour confirmer l'ensemble des choses qui sont dites et qui nous remontent aussi. Quoi qu'il en dise, alors c'est vrai que Philippe Denis était là. On a eu une conversation après la table ronde. Je lui ai bien confirmé que remontaient régulièrement vers nous les mêmes témoignages, qu'ils sont trop nombreux pour qu'on puisse en douter, et que je ne pense pas que quand il s'agit de personnes quelquefois pas très jeunes qui vont déposer des mains courantes, ils le font juste pour s'occuper. Donc je lui ai confirmé que les sous-traitants avaient la même attitude. Nous savons aussi, nous avons récupéré, je crois que Véronique, tu me l'avais passé, mais je l'ai eu par d'autres, Pôle emploi qui cherche à avoir des électriciens pour faire ce travail, qui annonce un salaire de base, un salaire net, mais qui indique bien qu'il y a un intéressement à chaque compteur posé, ce qui, sans faire de mauvais esprit, peut induire une certaine tendance et qui est compréhensible d'un certain côté. On le contestait, c'est vrai. Nous avons aussi un document avec une grille, comment il faut se comporter vis-à-vis des gens qui font plus ou moins de résistance. Bon. Donc, c'est avéré, moi je le partage complètement avec vous. Par contre, bon, l'histoire du concentrateur, je l'apprends, Marie-Christine. À chaque jour, ça peine. Mais voilà, donc moi je voulais dire ça, parce que de notre côté aussi, nous avons les mêmes informations. Et je les estime crédibles, avec beaucoup plus de difficultés, bien sûr, pour ceux qui n'ont pas le compteur à l'intérieur de l'appartement ou de la maison. La problématique des copropriétés est la plus forte, parce que bon, on ne veut pas ouvrir sa porte, on n'ouvre pas sa porte, mais la problématique des copropriétés, en disant qu'à partir du moment où il n'y a pas quelque chose qui l'empêche vraiment, la copropriété réputée ouverte, etc., ça ouvre la voie à effectivement beaucoup de difficultés. Merci, Madame Bizotta. Oui, Madame Castel. Micro. En deux mots, effectivement, témoigner. Donc, j'habite dans un quartier de Bayonne, pour ne pas citer le quartier de la rue d'Espagne. Donc, depuis le début du mois de septembre, c'est un véritable harcèlement téléphonique. Alors, on va dire en septembre, ça s'est fait doucettement, avec un certain numéro de téléphone. Et à partir du 3 octobre, le numéro de téléphone a changé. Écoutez bien, le 5 octobre, je les ai là, 19 appels. Le 6 octobre, 16 appels. Le 10 octobre, 6 appels. Et je ne vous dis pas aussi le nombre de textos que je reçois. Voilà, c'était juste un témoignage. Je les ai dans mon appareil. Oui, Madame Herrera. Juste, je pourrais témoigner de la même façon que Sophie Castel, puisque j'habite dans le même quartier. On a beau expliquer qu'on est au travail, ils appellent de manière incessante sur les portables avec 4 numéros différents. Donc on reçoit des textos en permanence. Et moi, j'ai simplement signalé que je ne comprenais pas pourquoi, alors qu'on travaillait en matière de politique publique sur un encadrement de l'obsolescence programmée, pourquoi on allait remplacer des compteurs qui étaient en état de fonctionner. On arrive même à des situations totalement absurdes, puisque des compteurs installés il y a un an dans des résidences nouvelles à Bayonne, les propriétaires ou les locataires reçoivent des courriers pour qu'ils soient changés. C'est-à-dire qu'alors qu'on essaie de travailler sur des logiques de développement durable, on va enlever des compteurs installés il y a un an et qui ont été installés pour une durée prévisionnelle d'une 50aine d'années, mettons 40 ans. Et quand on avance cet argument-là, le seul élément qu'on a en retour, c'est de dire oui, mais ça donne du travail aux personnes. Alors effectivement, on peut donner du travail aux personnes en construisant des tours qu'on casse après les avoir achevées, mais quand on est sur une logique de développement durable et qu'on atteint un tel sommet de l'absurde, le problème c'est quand on avance cet argument-là, il n'y a pas de réponse, mais par contre on est harcelé dans la demi-heure qui suit à nouveau par une autre personne qui appelle d'ailleurs. Voilà.
Donc il y a véritablement un enfermement des personnes. Et je pense que c'est... bon, on est en état de répondre. Il y a des personnes âgées qui sont chez elles. J'imagine que cet harcèlement doit beaucoup les inquiéter. Donc il y a quand même, en termes de respect du public, des problématiques aujourd'hui qui dépassent le cadre... c'est intolérable. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Bien, merci. Il y a d'autres prises de parole? Alors, on va continuer si vous voulez. Moi, je vous donne quelques retours parce qu'évidemment, le maire est forcément interpellé dans cette affaire. Le maire n'est pas un adversaire dans cette affaire. Et c'est un peu facile, si vous voulez, pour certains, que de vouloir considérer qu'il faut toujours un coupable, responsable, etc. Alors, c'est vrai que dans cette affaire, on peut légitimement se dire, après tout, un maire a des pouvoirs, il peut prendre des arrêtés, il peut faire voter des délibérations par le conseil municipal. Alors, je le dis tout de suite ici, je ne prendrai pas d'arrêté. Je ne prendrai pas d'arrêté. En disant ça, je ne suis pas en train de dire que j'approuve les méthodes, je vais y revenir tout de suite. Je ne prendrai pas d'arrêté et je ne vous demande pas d'approuver une délibération que je vous soumettrai, qui du reste serait votée à l'unanimité, y compris ma voix, parce que la question n'est pas là. Et la question est que c'est illégal. Et puis, autour de la table, il y a des juristes, des administrateurs, des collectivités locales, qui le savent bien. Du reste, on me dit, oui, mais il y a des délibérations qui n'ont pas été annulées. Ben, parce qu'elles n'ont pas été attaquées, évidemment. Donc, je crois que la question n'est pas là. Par contre, je ne dis pas qu'il ne faut pas agir. Parce que c'est encore plus insupportable qu'au début. Et vous le dites à juste titre. J'ai rencontré tout à l'heure les personnes qui étaient à l'ouverture dans les minutes qui ont précédé l'ouverture des portes de la mairie pour le conseil municipal, des personnes qui étaient regroupées. Je suis allé les rencontrer pour parler avec elles. Ce sont des personnes, je veux dire, tout à fait respectables, des personnes qui ont tous les âges, et qui n'ont pas du tout l'habitude de venir manifester, mais pas du tout, c'est pas le profil. Hein. Et donc on prend ça au sérieux. Du reste, comment on ne prendrait pas ça au sérieux lorsqu'à la mairie, on reçoit des lettres et que, bon, on faisait le point avec Marc Wittenberg tout à l'heure, notre DGS, grosso modo, si on additionne les observations, contestations venant des copropriétés, et puis les individus, personnellement, on peut considérer qu'il y a à peu près 400 personnes qui résistent à Bayonne. C'est beaucoup. C'est peut-être plus que ça, d'ailleurs. Je vous parle uniquement de ceux qui ont envoyé des courriers. Ah non, mais attendez. Écoutez, c'est certainement plus que ça, madame, mais c'est sûrement plus que ça, mais c'est déjà beaucoup, parce que vous savez, nous on n'attend pas de recevoir 100 courriers pour commencer à se dire il y a un problème. Quand vous dites trouble à l'ordre public, je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. C'est un trouble. D'ailleurs, et je vais en parler dans 2 instants, j'en ai fait part à Enedis. Mais je voudrais continuer sur les questions de quels moyens avons-nous. Moi, quand je suis devant des problèmes comme ça, je cherche le bon biais pour intervenir. Je vous avais dit la fois dernière, on va faire un courrier que j'ai adressé à la suite du débat que nous avons eu, qui est parti. Alors vous dites, ça manque d'efficacité, ce moratoire, ils n'en ont rien à faire. Alors, on pourrait le penser, parce que l'effet dont parlait Madame Castel, parce qu'elle a parlé à titre personnel, elle m'en a fait part aussi, mais d'autres personnes, pas forcément des élus, m'ont fait part de la même chose, des personnes qui sont parfaitement crédibles. Il y a des choses qui relèvent du harcèlement. Le mot n'est pas trop. Alors, on me dira, oui, mais c'est des plateformes téléphoniques qui font des appels téléphoniques automatiques. Mais sûrement. Mais c'est du harcèlement quand même. À un moment donné, il faut bien quand même appuyer sur un bouton pour que ces personnes puissent être appelées. Non, mais, excusez-moi, mais, oui, mais ces plateformes existent, vous le savez bien. C'est des personnes qui appellent de je ne sais où, et quelquefois même pas de France, hein. Souvent pas de France, d'ailleurs, et vous le voyez à l'accent.
Voilà. Et donc, tout ça, c'est évidemment insupportable. Alors, j'ai reçu, deuxième point, j'ai reçu avec notre directeur général des services, récemment, 3 personnes. Monsieur Denis, dont parlait, qui donc était à la table ronde que vous avez organisée au musée basque, qui est donc directeur territorial Pyrénées-Atlantiques-Landes, c'est le local de l'étape, si on peut dire. Monsieur Lotz, qui est directeur régional, alors lui, donc c'est le patron région du développement, du déploiement de compteurs Linky. Et enfin, pour la première fois, parce que je ne la connaissais pas avant, les autres, je les avais déjà rencontrés pour ce sujet. Et donc récemment, j'ai reçu ces mêmes personnes, plus Madame Gladys Larose, qui est directrice au national, justement, concernant le déploiement des compteurs Linky. Et dans notre bureau, enfin dans une des salles qui se trouve à côté d'ici, on a fait le point de tout ce qu'on vient de dire. J'ai dit exactement ce que vous avez dit. Voilà, avec mes mots, mais de la même manière. J'ai même dit qu'à Bayonne, et ce n'est pas le cas de beaucoup de communes, j'ai interdit l'accès d'Enedis ou de quelconque sous-traitant, parce que la question, c'est pas qu'Enedis, il y a aussi les sous-traitants, parce qu'ils ont tendance aussi à se protéger, parce qu'en disant, il y a des sous-traitants qui font pas bien leur boulot, etc. Enfin bon, à Bayonne, on a interdit l'accès des bâtiments communaux et donc le changement des compteurs dans tous les bâtiments publics. J'ai fait passer le message également à Habitat Sud Atlantique, notre bailleur social. Vous savez qu'il y a plus de 25% de notre population qui loge en logement social, et donc Enedis ou un sous-traitant ne peut pas davantage entrer dans ces bâtiments. Il y avait beaucoup de monde, ça. D'ailleurs, tout à l'heure, une des personnes qui était en bas de l'escalier me dit, écoutez, madame, monsieur le maire, je me dis, vous habitez, je suis d'Anglette, mais je suis dans un logement social qui qui n'est pas Habitat Sud-Atlantique, parce que justement, en Anglette, Habitat Sud-Atlantique a très peu de logements, mais par contre, c'est l'office public de l'habitat du département, peu importe. Et elle me dit qu'en ce qui la concerne, justement, ces compteurs avaient été installés. Alors, le maire de Bayonne fait de la résistance. Alors qu'il ne soit pas suffisamment résistant, j'entends, cette résistance, par les moyens juridiques dont je dispose, je le fais. Le reste, je vous ai dit, pas d'arrêté, pas de délibération. Je suis désolé, je suis ferme sur le sujet, parce que moi, je n'ai pas du tout envie de me faire bananer devant un tribunal. Parce que figurez-vous que ces gens-là, et je les appelle comme ça, ces gens-là, ils n'arrêtent pas de dire qu'ils ont gagné partout où ils ont. Mais bien sûr qu'ils gagnent. C'est peut-être pas partout d'ailleurs, mais enfin, ils gagnent facilement sur la question de l'incompétence du conseil municipal, parce que le conseil municipal serait jugé par un juge administratif normalement constitué, incompétent pour pouvoir se prononcer, puisqu'on a transféré la compétence au SDEPA. Bon, alors, je veux dire, c'est purement formel, et ça n'a pas beaucoup d'importance. Et c'est vrai, pour moi, c'est pas le sujet. Et c'est pas sur le terrain juridique qu'il faut le mener, sur le terrain politique. Et pour ça que vous mettez la question au débat et que je vous dis, vous avez raison. Et on en parle là, tranquillement, certes en fin de séance, mais on en parle. Alors, moi aussi, je suis comme vous. Alors maintenant, vous parlez du concentrateur. Alors là, je découvre. Le concentrateur dans le périmètre de l'école, franchement, je découvre. Bon. Maintenant, Madame Larose, dont je vous parlais tout à l'heure, elle m'a redemandé un rendez-vous parce qu'ils sont un peu inquiets par la position de Bayonne. Alors, elle est considérée comme étant pas un peu molle, visiblement par certains. Mais par contre, du côté de Linky, on ne me trouve pas mou du tout. Elle me dit, monsieur le maire, c'est très embêtant, vous êtes le seul. Ben oui, mais ça ne me gêne pas. Au Pays Basque, on a l'habitude d'être minoritaire et on en tire un peu de gloire quelquefois. Alors, c'est pas le problème. Elle dit, oui, mais c'est curieux parce que les arguments qu'on a ailleurs, etc. J'ai dit, vous aurez toujours un problème avec moi parce que je conteste, indépendamment de la question de est-ce que c'est mauvais pour la santé ou pas. Je suis incapable de le dire, évidemment. Il n'y a pas d'études qui disent le contraire. En tout cas, et qui rassurent totalement. Ça, c'est sûr. Mais il y a un point sur lequel moi je ne pourrais pas être d'accord, c'est l'atteinte aux libertés individuelles. Et que si les gens n'ont pas envie d'avoir chez eux un compteur qui permette de savoir qu'ils sont chez eux, alors qu'ils n'ont pas envie que l'on puisse savoir qu'ils n'y sont pas,
ou qu'ils y sont, c'est une atteinte à la liberté individuelle. Et ça, moi, à titre personnel, déjà, comme citoyen, ça me heurte. Et puis, il y a la méthode. Tout ce que vous venez de dire. Quand les gens vous disent « on n'en veut pas », dont acte, on n'en veut pas. Et là, je ne dis pas qu'on a encore gagné. Mais, quand vous lisez, moi je suis comme vous, je lis le Sud-Ouest, et que je vois, c'est le non-respect de la propriété privée, que ici on nous dit, et c'est ce que j'ai demandé à la dame Gladys Larose, qui donc est venue nous voir, que j'ai découvert, ce que je lui ai dit, écoutez, on soit d'accord sur un point déjà, un point, c'est tout. Vous dites aux gens, vous avez la possibilité de refuser. Et si la personne vous dit « je n'en veux pas », vous n'insistez pas. Et moi, j'estimerais à ce moment-là que c'est du harcèlement, alors sous la forme téléphonique, tout ce que vous voudrez, mais en tout cas, proposez, dites bien aux gens qu'ils ont la possibilité de dire non. Et n'essayez pas d'expliquer comme vous le faites, parce que leur document de communication que je me suis fait communiquer, que je me suis fait passer, il est scandaleux. Il est scandaleux parce qu'il est indiqué, vous n'avez pas le choix. Mais si, vous avez le choix. Et alors c'est vrai, Martine Bizotta a raison de le dire, il y a, où le bas blesse, c'est pas dans les régimes, dans les propriétés individuelles, dans les villas qui sont fermées à double tour, gna machin. Voilà, c'est dans les copros. Et en particulier dans les copros où on peut rentrer avec la clé du postier. Et quelquefois qui sont ouverts à tout vent. Enfin bref, on peut toujours rentrer. Écoutez, dans toutes les campagnes électorales, vous êtes rentrés dans toutes les cages d'immeubles. Vous avez Si. Vous avez appuyé chez quelqu'un que vous... Non, allez, non. Vous avez appuyé... Oui, nous aussi. Nous avons appuyé sur un bouton. Et quelqu'un nous a ouvert. Et non, mais on plaisante. Mais c'est comme ça qu'ils sont rentrés. C'est comme ça. Or, là, il y a un problème juridique majeur. C'est que même dans une copropriété, on est dans la propriété privée. Indivise, certes. On est dans ce qu'on appelle les parties communes. Oui, mais c'est de la propriété privée. Donc on ne peut pas rentrer dedans sans avoir l'autorisation de chacun des propriétaires, voire des locataires lorsqu'il s'agit des locataires. Enfin bref, ça, c'est ça qui n'est pas acceptable. C'est ça qu'on doit combattre. Et moi, je leur ai indiqué d'une manière claire que ce point-là n'est pas soumis à discussion. Voilà. Alors, leur argument, c'est de dire, peu ou prou, un jour ou l'autre, il faudra bien changer ces compteurs, ils arriveront en bout de vie. Vous dites, on les a installés pour 30 ou 40 ans. Bon, on peut continuer à vivre avec. Bon, écoutez, ça, ce sont des faux arguments. Alors, moi, là, je vous réponds comme ça un peu à... Voilà, vous me dites des choses, je vous réponds. Moi, je veux être efficace. Comme vous, d'ailleurs. Je ne vais pas pour dire « Ah, le conseil municipal de Bayonne, ils ont délibéré, vous voyez comme ils sont courageux. » Une délib qui va être annulée par le tribunal administratif? Non. Moi, je n'ai pas envie. J'ai pas envie. Alors maintenant, vous allez me dire, si c'est pour refaire à nouveau une déclaration, pour dire moratoire numéro 2, etc., ça ne suffit pas. Alors maintenant, ils ont changé de posture. Ça, je peux vous le dire. Martine Bizotta, c'est un peu ce qu'elle voulait dire, je pense, tout à l'heure. Ils sont très inquiets. Ils m'ont redemandé un rendez-vous. Je vais les recevoir donc sous peu. Ce que je vous propose, moi, j'ai compris votre émotion et bon, je la partage. Je vois la pression que vous me mettez. Et je comprends aussi. Après tout, je suis maire. Il appartient de prendre des responsabilités, même s'il y a une symbolique de la fonction qui n'est pas forcément tout à fait la réalité juridique de cette même fonction. Bon, n'empêche que j'utiliserai tous les moyens que je peux pour que nos concitoyens ne puissent pas être abusés comme ils le sont. Ça, je peux vous le garantir. Parce que, partie de ces allergies que nous avons dans notre métier, Madame Capdevielle, ça touche à quelque chose on peut pas. Voilà. Alors, et comme vous, parce que comme militant, parce qu'après tout, il ne faut pas forcément... voilà, il y a des choses qui nous heurtent. Alors, moi, je vais recevoir... Je ne sais pas quand est-ce qu'on les reçoit, Monsieur Vittin. C'est pas fixé. C'est eux qui ont appelé avec insistance. Ah oui, on m'a dit qu'ils avaient appelé avec insistance. Non, non, c'est pas... Moi, je ne dis pas que sur moi, il y a du harcèlement. Ils demandent un rendez-vous avec insistance. Alors, moi, je trouve... Et je vais les recevoir. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire un point avec ceux que ça intéresse, après les avoir reçus, et en portant le discours que vous avez. Et je vous garantis que... Et puis d'ailleurs,
si vous plaisez de venir m'accompagner, on ne va pas être 15, hein. Si vous plaisez, Madame Bizotta, je vous demanderai d'être là. Quelqu'un de chaque groupe, moi je n'y vois aucun inconvénient. Vous allez voir dans quels termes moi j'aborde le sujet avec ces gens-là. Madame Wagner est en tête de proue, Madame Aragon en tête de proue, Martine Bizotta, voilà. Et la parité, oui c'est vrai, je vais être un peu seul. On essaye de rétablir un équilibre qui est très comme ça, là, de temps en temps. On a 20 siècles devant nous. Donc... Bon, mélangeons pas les problèmes. Alors, est-ce que vous en êtes d'accord ? Je propose un rendez-vous, enfin, on va voir le rendez-vous qui va être fixé. Je serai accompagné de Madame Aragon, Madame Wagner, Madame Bizotta. Alors, vous allez bien voir. Vous allez voir. Et alors, donc, vous allez pouvoir vous exprimer, parce que vous ne serez pas muselé, hein. Vous allez pouvoir vous exprimer et dire ce que vous avez à dire. Est-ce que ça vous va ? Eh bien, voilà, la proposition que je vous fais. Monsieur Iriard. Moi, je voulais me féliciter quand même de votre décision de vous opposer au changement des compteurs sur les bâtiments municipaux. C'est une information qu'on n'avait pas, donc on est heureux déjà de l'apprendre ce soir. Dans les éléments alors c'est vrai que d'une certaine manière, on vous met un peu de pression, mais c'est de fait lié à la fonction qui est la vôtre. On ne serait pas non plus dans notre rôle si on ne le faisait pas. Moi, je voulais juste, parce que chacun, en rentrant dans ce sujet, on est interpellé par des choses parfois un peu différentes. Moi, je voulais juste mentionner très rapidement ce que j'ai trouvé par hasard dans un article du Monde, donc considéré a priori sérieux, sur l'initiative du ministère de l'Environnement qui conseille aux étudiants vivant dans une chambre, donc petit espace plus exposé que les autres aux compteurs, en fait de se protéger de Linky par un écran léger. Alors, il qualifie de léger la protection qu'il faut mettre en place, mais on est quand même sur une recommandation officielle du ministère de l'Environnement qui préconise ça auprès des citoyens. Enfin, pour moi, c'est surréaliste. Je souhaite aussi, dans les éléments de pression là, vis-à-vis d'Enedis, insister sur le fait, et je pense qu'il est important qu'il nous donne la carte des concentrateurs. Moi, j'ai découvert ça récemment. Voilà. Et je vous invite aussi à vérifier ce qu'indiquait tout à l'heure Marie-Christine Aragon. Si, à votre insu, un concentrateur a été positionné dans l'école du Petit Bayonne, à mon avis, ça devra nécessiter, mais enfin, on n'aura pas besoin de vous mettre la pression, j'imagine, une réaction digne de ce nom. Alors, c'est vrai que notre élément de divergence, il porte sur le fait que, de notre point de vue, il serait souhaitable de poser un arrêté. Nous, on est dans l'arsenal des réactions que les collectivités soumettent. On est en particulier sensible à celle qui permet de solliciter l'avis de la CNIL, parce que la question des libertés publiques là, est ici touchée, la CNIL, oui. Et effectivement, dans l'attente, un paquet de collectivités, dans l'attente de la réponse de la CNIL, on produit un arrêté de suspension du déploiement. Il nous semble que ce serait la mesure qui serait adaptée dans ce cas de figure. Bon, pour autant, on est bien sûr disposé à vous accompagner dans vos prochaines discussions avec Enedis, en espérant effectivement que, en la jouant aussi peut-être plus groupée et plus publique, on pèsera peut-être davantage sur la stratégie de cette entreprise. Merci. Monsieur Chetto, vous allez conclure. C'est juste une petite contribution, mais alors vraiment, je ne connais pas bien surtout les arcanes juridiques du dossier, mais vous avez évoqué tout à l'heure la compétence du SDEPA en la matière. Alors le SDEPA quand même, syndicat départemental où siègent de nombreux élus, est-ce qu'il n'y a pas moyen aussi, si eux ont une compétence en la matière, de les alerter en tant que nous avons nous-mêmes nos propres délégués auprès de cet organisme, dans d'autres institutions aussi. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité là de sensibiliser cette instance, de faire pression aussi sur elle, pas seulement sur le maire de Bayonne, mais sur elle, pour la rendre un petit peu, la sensibiliser à tout ce qui vient d'être dit ce soir? Un moyen d'action supplémentaire peut-être. Alors, monsieur Chetto, vous avez raison.
Non, mais vous avez raison de dire ça. Alors, on en a parlé à Madame Sempé à l'époque. Oui, non, mais elle est plus. Oui, mais bon, c'était avant. Avant qu'elle ne soit sénatrice, donc, elle est même venue à une des réunions, parce que j'ai été un peu rapidement, mais l'une des réunions que nous avons tenues ici, la première, je crois, Monsieur Wittenberg, la première, il y avait le directeur du SDEPA, Madame Sempé, non, elle n'était pas à cette réunion. Je l'ai rencontrée ensuite pour lui faire part de ça, et ils m'ont envoyé, le SDEPA, un courrier qui était quand même assez clair sur ce qu'on est en train de dire, à savoir qu'ils s'inquiétaient de la même chose. Donc le SDEPA, enfin le directeur de la SDEPA, ou je ne sais pas, la présidente qui avait signé, peu importe, était quand même du côté des collectivités, enfin de notre côté, d'une manière assez claire. Hein. Je ne pense pas qu'on ait de problème avec le SDEPA, mais enfin par contre, le SDEPA a la compétence. Parce que autant, pour nous, on peut vous dire que juridiquement on l'a pas, politiquement on est bien légitime, la preuve, mais par contre là, ils ont la compétence. Madame Aragon. Le SDEPA avait pris une position il y a, je pense que c'était à peu près il y a 1 an, qu'on trouve d'ailleurs dans le document, hein, c'est un mensuel où je sais pas, tous les membres du SDEPA reçoivent une publication, et donc il y avait une prise de position, mais bon, qui n'allait pas très très loin, mais qui mettait quand même en garde. Par contre, il n'y a pas eu de suite donnée, hein, à cette prise de position. Voilà. C'est vrai. Donc, il faudrait peut-être les relancer, effectivement, pour... Je pense que, bon, vu la nature de ces syndicats, ça n'est peut-être pas simple qu'ils refusent, voilà, même s'ils ont la compétence. Par contre, moi, j'avais trouvé le directeur très très réservé quand même, et tout à fait acquiescent tout à fait au problème de pression sur les personnes, reconnaissant tout à fait que ça s'est passé. Après, l'essence même de ces syndicats ne facilite peut-être pas la tâche, mais pourquoi pas les revoir à la lumière de 1 an qui est passé aussi, enfin, nous on les a vus avant l'été, en juin, je pense que c'était la première fois, hein, mais à la lumière de ce qui se passe quand même, et qui trouble quand même considérablement les populations partout, et la question nous est posée, ils veulent nous rencontrer aussi, les collectifs, etc., au niveau de la communauté d'agglomération, et un courrier a été envoyé au conseiller communautaire, donc ça va finir par concerner les 158 communes du Pays Basque, ça fait. dont beaucoup quand même n'ont pas beaucoup bougé. Hein. On va dire que nous, bon, je ne dis pas qu'on est bon, mais enfin, on est beaucoup plus dans la réaction, et en tout cas dans la résistance, que beaucoup de communes qui n'ont laissé faire les choses. Hein. Bon, on ne va pas juger les autres. On va, si vous avez, alors, on acte de ce qu'on vient de dire. Si on commence par faire cette réunion avec eux, ils ont le rendez-vous, ils auront le rendez-vous, on va les recevoir ensemble. Après, on avisera, si vous êtes d'accord, puisqu'on est sur un dossier consensuel, on avisera de la manière dont on organise les choses. Hein. Si vous trouvez des moyens juridiques de les forcer, écoutez, moi j'apprendrai quelque chose, je suis prêt à apprendre, et je suis prêt à explorer toutes les pistes possibles. Mais je veux qu'elles soient quand même sécurisées. Madame ? Oui, je pense qu'il y a quand même, par rapport à l'école Ravignan, Oui, si on peut avoir vraiment des éléments assez rapidement, c'est quand même quelque chose de très important. Je l'ai dit à Marc Wittenberg, il va vérifier. Vous m'avez appris quelque chose, alors on va quand même vérifier. Bon, bon, il faut qu'on conclue. Madame Wagner. Juste 2 secondes, j'avais demandé dans mon intervention, en attendant la réunion qui se profile, est-ce qu'on pourrait avoir le maillage iris du déploiement actuel, en l'état actuel? Le quoi? Le maillage iris sur Bayonne, du déploiement Linky. La programmation du déploiement. Alors, M. Wittenberg me dit, on l'a pas, et il serait public. Comment ça? En ligne, vous voulez dire? Il est en ligne? Ah oui? Le déploiement pas. Bon, on me dit que l'enseignement est en ligne. Je veux aucune... Bon. En tout cas, nous, on ne nous a pas été notifié de manière officielle. Bien, je vous propose d'interrompre ici. Je vous rappelle que nous avons un verre qui est prévu. Il n'est pas prévu au Grand Salon.
parce que le grand salon est en travaux. On peut le traverser néanmoins, et le verre, et puis quelque chose à manger aussi, je pense, on peut le prendre au petit salon, c'est-à-dire donc que vous connaissez, mais de l'autre côté. Voilà. Et, prochaine date, conseil municipal 14 décembre, et la commission générale 5 décembre. Je répète, 14 décembre pour la séance publique, 5 décembre pour la commission générale. Je vous remercie.